Bonjour messieurs, dames. Nous allons vous présenter une petite conférence sur la gouvernance de la donnée. Alors, qu'y a-t-il de commun pour vous entre la technologie, l'homme, en tant qu'acteur de terrain, qu'il soit civil, militaire, industriel ou fonctionnaire, et le processus décisionnel qui conduit au choix? Alors, à première vue, c'est un peu difficile, mais le point commun est l'environnement. Son propre environnement, proche comme éloigné. Et cet environnement est pour moi consubstantiel de la connaissance. Et cette connaissance possède un avatar numérique qui est constitué par la donnée. Depuis 20 ans environ, cette donnée est au centre des évolutions de l'humanité, et notamment dans nos sociétés occidentales, mais partout dans le monde. Vous êtes vous-même, plus ou moins inconsciemment, un gigantesque cargo de données. Vous les utilisez, mais aussi vous les essaimez dans votre sillage numérique. On peut l'apprécier ou le regretter, mais c'est ainsi. Et alors le monde de la défense, puisqu'aujourd'hui on est à Eurosatory, n'échappe pas du tout à cette évolution. Et notre quotidien actuel est à un point d'inflexion majeur qui est initié à la fois par les ruptures technologiques telles que l'intelligence artificielle, mais aussi et à très court terme par le calcul quantique. En matière plus opérationnelle, les conflits actuels nous démontrent en temps réel tout l'intérêt d'utilisation de la donnée, notamment celle qui est géoréférencée. J'ai une deuxième question à vous poser. Qu'y a-t-il de commun entre vous? Entre les personnes assises au fond de la salle, celles qui sont assises à droite et celles qui sont assises devant? Eh bien, plus ou moins, c'est l'utilisation d'Internet. Et à chaque fois que vous faites une requête, que vous, le terme est maintenant passé dans les mœurs, que vous gogolisez un point, eh bien, vous engagez un zeta-octet. Alors un zeta-octet, c'est un joli terme. 30 ans, il y a 30 ans, le zeta-octet, on ne savait même pas ce que c'était. Pour mémoire, c'est 10 puissance 21 octets. À l'heure où on a des fiches de paye en kilo-euros, ben, vous voyez le zeta-octet, c'est 10 puissance 21, c'est quand même largement supérieur. Et alors, si je vous pose la question, ça représente quoi physiquement? Physiquement, aujourd'hui, le volume d'Internet, si on prend un CD-ROM que l'on avait dans nos jeunes années, enfin dans nos jeunes années, pour certains dans ces jeunes années, avec 10 chansons d'un auteur à succès, eh bien, quand on empile ces CD-ROM les uns sur les autres, ça couvre la distance de la Terre à la Lune. C'est pour vous laisser représenter ce que vaut aujourd'hui Internet en termes d'image. Et là, je ne parle même pas de base de données propriétaires. Et donc, c'est un nombre qui est absolument inexploitable pour la plupart d'entre nous, même par les moteurs classiques, les grands moteurs que vous connaissez tous, des GAFAM, BATX, etc. Mais surtout, ce sont des moteurs qui vont requérir sur des bases de données qui sont indexées, c'est-à-dire qui sont gérées par un opérateur. Et cela, ça couvre qu'une partie relativement faible d'Internet, c'est ce qu'on appelle le clear web. Après, il y a toute une partie qui n'est pas indexée, le deep, et puis après, il y a le dark, bien sûr. Donc, ce nombre est inexploitable à l'échelle humaine. Et à ce nombre-là, on peut y associer une contrainte qui est aussi difficile à exploiter, c'est le temps. Le temps, c'est un des facteurs indissociables de la décision, quel que soit le décideur. Et donc, nous avons aujourd'hui face à nous une aiguille dans une botte de foin à trouver en un temps très limité. Alors, il existe des solutions partielles qui sont plus ou moins intéressantes, et notamment celles à base d'intelligence artificielle, et qui sont normalement chargées de correspondre à votre besoin. Et cela m'amène à évoquer
un écosystème, c'est l'écosystème des entreprises et des acteurs du monde cybernétique, que ce monde soit à base de grands groupes, de PME ou de TI, d'entités étatiques, mais aussi de start-up, qui évoluent bien sûr à plusieurs vitesses et avec des agilités structurelles très différentes. Je prends un exemple en matière d'agilité et de temps. Un programme d'armement, c'est 20 ans. Un programme technologique, c'est entre 2 et 5 ans. Et la durée de vie d'un software, aujourd'hui, entre un soft et sa mise à jour, c'est de l'ordre d'1 à 3 mois. Et l'utilisation d'une base de données, les bases de données sont modifiées absolument tous les jours, voire pour certaines, toutes les 15 minutes. Donc, on a des vitesses et des agilités totalement différentes. Alors, pour permettre de nous éclairer tous plus précisément sur ces points, ces perspectives, et pour répondre à la majorité de nos interrogations, j'espère. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter ici, sur ce panel, l'ingénieur général Luzo, le directeur de l'Agence numérique de la Défense. Nous avons avec nous M. Johan Cassanides, qui est le directeur général de l'Alliance pour la confiance numérique, et M. Marc Billard, qui représente SAS Institute. Donc 3 acteurs différents et 3 acteurs qui sont très complémentaires, puisque j'espère qu'en lançant la première question sur les points particuliers de la gouvernance de la donnée et surtout de l'IA, donc M. Billard va se jeter à l'eau et nous expliquer exactement ce qu'industriel entrevoit en matière de gouvernance de la donnée au travers de l'IA. Merci beaucoup, Amiral. D'abord, permettez-moi de vous remercier pour cette invitation parce que je trouve que le panel est très riche et une preuve véritablement d'ouverture d'esprit, puisqu'effectivement, il y a un industriel, il y a une association d'entrepreneurs et de grandes entreprises du numérique française, et enfin, il y a l'État, à travers le général Luzo. L'autre point qui m'a fait sourire, c'est justement la référence aux États octets. Parce que quand on parle d'informatique, quand on parle de données, quand on parle d'Internet, on a l'impression qu'on vit dans un monde récent. Et en arrivant chez SAS, il y a quelques mois, je me suis aperçu d'une chose, c'est que c'est pas si récent que cela. Il faut savoir qu'on est une société qui est née dans les années 70 sur la base des premiers traitements informatiques de la statistique. À l'époque, il fallait traiter déjà les données et des données qui étaient un peu statiques, qui étaient très structurées, dirions-nous, et qui étaient à des fins de recensement. Et puis finalement, à travers SAS, nous observons et nous avons observé les différentes évolutions de notre métier et de la donnée statique où on retrouvait finalement une valeur qui était certes importante. On s'aperçoit aujourd'hui qu'on est effectivement dans un monde ouvert et qui va jusqu'à l'utilisation d'intelligence artificielle. Encore faudrait-il se mettre d'accord sur le terme. Et pour illustrer effectivement la quantité d'informations à laquelle on a à faire face, et effectivement le zeta-octet. Le zeta-octet, alors en puissance 10 puissance 21, c'est pas très représentatif. Parce que, en fait, c'est 10 puissance 21, ça fait 1000 milliards de gigaoctets. 1000 milliards de gigaoctets. En 2000, on produisait sur cette planète, en information nouvelle, j'entends pas en stock existant de données, 2 zeta-octets. En 2010, on était sur la base de 60 zeta-octets. En 2025, on prévoit 200 zeta-octets. Je vous laisse faire la multiplication. C'est absolument phénoménal. Et donc les enjeux qui s'offrent à nous tous, en tant qu'industriels, en tant que citoyens, en tant que société de services, de grands partenaires, et puis en tant qu'État, sont phénoménaux. Concrètement, en fait, en France, pour vous donner aussi, parce que je pense que c'est important, les points d'illustration, SAS, on est présent depuis les années 80. On accompagne l'État depuis les années 80. L'INSEE utilise nos solutions. L'administration fiscale, en fait. Sachez que toutes les simulations de l'impôt sont faites sur la base de nos solutions, donc on n'a pas intérêt à se tromper. Que l'assurance maladie, qui est une des 5 plus grandes bases de données européennes en termes de taille, est gérée également à partir d'outils SASiens. Et donc, finalement, ces sujets-là sont traités depuis longtemps. Donc, on a effectivement cette expérience et le retour d'expérience maintenant, puisque c'est le thème de la question,
qui est lié à la gouvernance de la donnée, c'est vrai qu'on a vu son évolution au fil de l'eau. Sachant que nos solutions, comme toute solution informatique, sont là ni plus ni moins pour traiter les processus et les gestes métiers en modèle, en fait, en modèle informatique, plus ou moins complexe. Donc au départ, les modèles qui étaient simples, statisticiens, qui étaient connus par en tout cas toutes les personnes de l'art, deviennent de plus en plus complexes. Et avec cette complexité, effectivement, se pose la question à la fois de la gestion de la donnée, de la gouvernance, de son organisation. Alors nous, on est dans un pôle industriel, donc sur les aspects de gouvernance, on n'a pas à proposer, même si on peut être interrogé par la personne publique, mais chaque entreprise, chaque organisation publique, chaque État a à définir sa propre stratégie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la stratégie, elle est devenue de façon générale sur la donnée, mais aussi sur ses usages. Si vous voulez, il y a deux sujets sur la gouvernance. Il y a un sujet, je pense, qui est profond, qui était connu, qui était finalement le droit à en connaître, comme diraient les militaires. Donc, vous aviez accès à des systèmes d'information, métier ou pas d'ailleurs, avec des droits en fonction tout simplement de votre métier, de vos habilitations. Et ça, toute l'histoire de l'informatique a vécu comme ça. Aujourd'hui, on n'est plus vraiment sur le processus, on est vraiment sur la data, puisque la data s'ouvre, la data devient interne, externe. Donc la difficulté qu'on a en termes de gouvernance, c'est d'organiser cette gouvernance autour de la donnée, de ses usages. Et là, ça prend un sujet qui est beaucoup plus complexe. Donc nous, premièrement, c'est le volet habilitation, ça, la gouvernance, c'est le minimum requis. Et je dirais que le titre du chaînon manquant, ce serait presque plutôt le chaînon faible. Est-ce que la gouvernance n'est pas un chaînon faible dans la gestion de la donnée? Voilà. L'importance, en fait, nous, techniquement, sur la donnée, c'est d'être capable de savoir où elle est, quelle qualité elle a, quelle redondance elle a. Donc on parle typiquement de linéage. Donc c'est des opérations qu'on est amené à faire, qui sont là plus récentes, et qui permettent finalement derrière d'utiliser la gouvernance qui est pensée en matière de doctrine, de stratégie à la fois au plus haut niveau et puis de stratégie opérationnelle. Voilà. Pour continuer sur ce point, je pense qu'un des sujets qu'on a en termes de gouvernance, parce que la gouvernance, comme je vous l'ai dit, est venue des problèmes d'habilitation, elle est venue aussi des problèmes de réglementation. Donc là encore, ça date pas d'hier. Oui, on a connu des bouleversements, mais la loi informatique et liberté est très ancienne. La CNIL est arrivée ensuite. La dernière évolution RGPD est quelque chose de très important. Donc on a toujours en tête que gouvernance, c'est il faut qu'on soit capable déjà, de respecter la loi. Donc c'est un cadre fixe, mais c'est un cadre suffisant. Et je pense qu'au-delà du respect de la loi, qui est quelque chose de simple, est-ce qu'on a le droit d'utiliser telle ou telle donnée? Pour faire quoi? Est-ce qu'on a le droit de croiser une donnée interne avec une donnée externe? Non, on ne peut pas tout faire. On aimerait, on a des bonnes idées. Nos data scientists ont des idées à l'appel. Et souvent, les autorités sont là pour nous faire rappeler, mais attendez, on n'a pas le droit. Donc ça, c'est un sujet, et c'est un sujet d'évolution, et c'est un sujet également qui a une répercussion en termes d'intelligence artificielle. Après, on a effectivement un certain nombre de bonnes pratiques. Donc une fois qu'on a déterminé quelles étaient les données, quels étaient les droits d'accès, où elles se trouvaient dans le système, ça nous permet derrière, en plus, de pouvoir gérer les modèles. Parce que les données sont faites tout simplement pour servir un objectif métier. Elles ne sont pas là pour se faire plaisir, donc elles sont bien là pour servir un enjeu stratégique. Donc toutes ces données mises bout à bout créent des modèles algorithmiques, etc. Donc le fait d'avoir pensé la gouvernance en amont nous permet de traiter de la véracité de ces modèles. En guise d'ouverture, moi j'aurais plutôt tendance à dire, il y a la donnée, il y a les modèles, mais qu'est-ce qu'on en fait? Aujourd'hui, il faut savoir que sur des modèles validés, parce qu'on parlait d'utilisation des données, sur les modèles validés, je ne parle pas des modèles testés, je ne parle pas de toutes les expérimentations qu'on peut faire, y compris d'ailleurs avec l'Agence numérique de défense, c'est sur les modèles validés, il n'y en a que 50% qui seront mis en production et qui passeront à l'échelle. Et là, je fais appel un peu à notre expérience chez SAS parce qu'on est, comme vous l'avez compris, sur des systèmes très importants et on est reconnu pour le passage à l'échelle. Donc je pense que le fait de se dire on passe à l'échelle, une des conditions sine qua non finalement, c'est pas que le modèle soit validé, c'est qu'on ait mis en place cette bonne gouvernance de données.
c'est qu'on soit sûr que finalement, ce qu'on a pensé en amont, ce qu'on a développé, ce qu'on a étudié, les algorithmes qui en sont sortis, vont pouvoir s'exploiter et vont pouvoir continuer en termes de traçabilité. Donc, gouvernance en amont, c'est pas simplement juste se dire on pose les bases solides, mais derrière on les exploite. Et c'est dans ce sens où, et c'est ça là où ça nous fait plaisir, nous en tant qu'éditeurs de logiciels, que de plus en plus on est interrogé quand même pour ces phases amont et pas simplement en aval. Et de plus en plus on est associé au métier pour ce qu'on appelle en anglais faire du design thinking, être capable de imaginer ce qu'un geste métier pourrait, comment il pourrait se traduire dans nos solutions et comment derrière on pourrait utiliser la donnée. Voilà. Donc moi je pense que l'enjeu il est là, cette gouvernance existe. Comment on est sûr qu'on la rend robuste pour nous permettre véritablement derrière, dans un grand confort, quelles que soient les applications, y compris défense et sécurité, de l'utiliser. J'ai été peut-être un peu long, je suis désolé. Non. Alors le point, la bonne gouvernance, c'est un des termes très à la mode dans la bonne gouvernance. Alors il y a un côté légal, alors il y a un côté éthique aussi. On parle beaucoup d'éthique et de données. Alors là permettez-moi d'interroger le général Luzo en faisant référence à une célèbre phrase de la ministre de la Défense, là où on parlait en termes d'éthique que jamais Terminator ne descendrait des Champs-Élysées. Donc, mon général, permettez-moi de vous interroger sur l'éthique au niveau du numérique, s'il vous plaît. Oui, non, ça marche. Je vais rebondir sur ce qui vient d'être dit à l'instant. Donc, effectivement, la gouvernance, c'est fondamental. Gouvernance éthique, c'est tout à fait relié. Si on regarde la donnée, ce qui est important, c'est effectivement ce qu'on en fait. C'est aussi d'abord qui a créé la donnée, à qui elle appartient, ce qu'on en fait, ce qu'on n'en fait pas. Tout ça, c'est très important parce que ça définit aussi l'éthique. Ce que j'en fais pas, ça me donne les limites droite-gauche de ce que j'ai le droit de faire et de ce que j'ai pas le droit de faire. Aujourd'hui, on est encore dans une, on va dire, que ce soit au ministère des Armées ou à l'interministériel, on a beaucoup de systèmes. Aujourd'hui, on est dans une logique de système et de processus. Aujourd'hui et demain, et surtout demain, on va être dans une logique de données. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fonction des utilisations particulières qu'on veut faire sur telle ou telle application, eh bien, on se dit, j'utilise tel système dans tel environnement. Et puis, éventuellement, tel autre système dans tel autre environnement. Demain, on va avoir le même système, mais c'est la donnée qui va circuler. Avec des données, et on ne peut pas en faire ce qu'on veut. Donc c'est exactement ce que vous disiez aussi. Des fois, effectivement, le data scientist, lui, pourrait se dire, bah tiens, si j'ai toutes les données, j'en déduis des informations, puis après des connaissances qui sont vraiment très intéressantes. Ceci dit, il y a tout un tas de choses qu'on n'a pas le droit de faire. Moi, il y a tout un tas de données auxquelles j'ai pas le droit d'avoir accès. Et je le vois, puisque je vois un petit peu ce qu'on peut imaginer, qu'on pourrait faire en matière de renseignement avec des données. Heureusement qu'on ne peut pas avoir accès à tout, n'importe quand, n'importe où, anywhere, anytime, anywhen, etc. Parce que, alors effectivement, on en déduirait énormément de choses, mais ça, on a le droit de le faire d'un point de vue légal que dans des cas hyper restreints. Heureusement, parce qu'on arrive vraiment à faire beaucoup de choses quand on exploite à fond toutes les données qui sont présentes. Donc le cadre légal est très strict, d'où la gouvernance et d'où l'éthique. On rejoint vraiment ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Donc à qui appartient la donnée? À qui elle appartient aussi, ce qui est important, c'est dans la durée. Et ce qui est important pour chacune des données, c'est d'avoir son propriétaire, d'avoir également celui qui a le droit de l'utiliser, parce que c'est pas la même chose d'être propriétaire d'une donnée et puis d'avoir le droit d'utiliser la donnée. Donc ça, c'est également quelque chose qui doit être lié à la donnée. Ça fait partie de la gouvernance. Et puis effectivement, tout ça, ça peut varier dans le temps. Donc le côté temporel de cette propriété, le côté temporel de la mise à jour, le côté temporel également de l'utilisation et des droits d'utilisation qu'on peut faire par rapport à une ou des données, tout ça, ça fait partie de la gouvernance et ça permet de donner de l'éthique à l'ensemble de ces choses. Donc au niveau du ministère des Armées, on a lancé une grande action sur tout ce qui est le traitement de données massifs, big data, donc traitement de données massifs et intelligence artificielle à des fins donc qui peuvent servir à la conduite des opérations militaires ou à d'autres applications comme la santé ou la maintenance préventive. Mais on est vraiment complètement encadré par cette gouvernance. Donc typiquement, moi je suis en charge de la conduite des projets numériques sur tout le cycle de vie. Je ne suis pas en charge de la gouvernance. On a bien séparé ceux qui sont en charge de la gouvernance. Donc au sein du ministère, c'est la Direction Générale du Numérique. Et puis ceux qui sont en charge de conduire les projets. Et de la même manière, c'est pas moi qui après vais exploiter les systèmes que je mets à disposition des services utilisateurs
pour jouer avec les données. Donc là, c'est encore des utilisateurs très particuliers qui ont le droit, donc c'est le côté éthique et gouvernance, qui ont le droit d'exploiter des données dans certains cadres qui sont préfixés, et qui sont préfixés par la loi d'abord, parce qu'on applique la loi, on n'a pas le choix, la loi, et après par un certain nombre de directives qui sont établies par la gouvernance générale. D'accord. Merci infiniment. Et donc, M. Cassanides, sur le plan de cette gouvernance et de l'intelligence artificielle, puisque c'est un des points donc d'inflexion actuelle en termes de technologie, comment se positionne l'Alliance pour la confiance numérique en termes d'IA et de confiance? Alors, l'Alliance pour la confiance numérique, tout d'abord en quelques mots pour vous dire ce que ça représente. Ça rassemble toutes les entreprises du secteur de la confiance numérique. Dans ce grand ensemble, on identifie d'une part les entreprises de cybersécurité, d'autre part les entreprises d'identité numérique, et nous avons plus récemment un troisième grand pôle constitué par l'IA de confiance. Les deux premiers pôles concernent la donnée, comme on l'a évoqué précédemment, que je qualifierais d'inerte. C'est-à-dire effectivement, toutes ces questions de gouvernance, savoir comment on s'authentifie, comment est-ce qu'on est sûr que la donnée est bien celle qui était au départ, comment on la stocke de manière sécurisée, comment on est certain que les accès sont bien les bons. Bref, tout ce qui relève de la confiance dans le système d'information. Plus récemment, on a été saisi par un certain nombre d'entreprises. Alors, je ne trahirai pas de secret en vous disant que c'est un sujet sur lequel on se tenait à l'écart. D'une manière générale, à l'ACN, on se tient à l'écart des buzzwords. Parce que dans nos domaines technologiques, on va avoir tous les 2 ans des buzzwords comme ça qui résonnent et puis qui passent. Donc intelligence artificielle fait partie de ces buzzwords depuis quelques années et on avait choisi de ne pas le traiter en tant que tel. Et finalement, on a été rattrapé par les entreprises du secteur qui, à un certain moment, utilisent l'intelligence artificielle comme outil. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle on ne s'était pas approché de ce sujet-là, parce que finalement c'était un outil transverse à toutes ces entreprises de confiance. Et finalement, le sujet est venu à nous sous l'angle éthique, justement, sous l'angle éthique et juridique. Donc finalement, ce qui rassemble les entreprises dans l'ACN, c'est cette notion de confiance. Les aspects techniques, de fonctionnement de l'IA, on les fait rentrer aussi dans ce sujet de confiance. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, on va avoir des réglementations qui sont conçues pour un domaine qui a évolué. On a tout un tas de règles qui fonctionnent assez bien sur la donnée inerte. Et dès lors que cette donnée se transforme, dès lors qu'elle peut travailler elle-même, c'est-à-dire que dès lors que le logiciel va être apprenant, dès lors qu'on va avoir des notions d'intelligence artificielle, on a toutes les peines du monde, y compris au plan jurisprudentiel, à interpréter la loi telle qu'elle est pour savoir justement ce qui est permis ou pas. Et la grande question finalement que les entreprises de l'ACN nous ont posée et sur laquelle on essaye de réfléchir depuis quelque temps, c'est finalement qu'est-ce qu'on a le droit de faire. Et effectivement, la demande du secteur industriel sur ce sujet-là, c'est principalement d'avoir un cadre juridique clair. Aujourd'hui, la situation à laquelle on doit faire face est que les acteurs qui souhaitent évidemment, et ça va de soi, enfin, il est inutile de le rappeler, mais ça ira quand même mieux en le disant, qui souhaitent évidemment respecter la loi, sont incapables aujourd'hui de savoir quel est le périmètre exact à l'intérieur duquel ils peuvent se mouvoir et à l'intérieur duquel ils peuvent innover. Et c'est une vraie problématique parce que sur ces questions d'intelligence artificielle, au-delà des problématiques bien sûr techniques qui sont réelles, des problématiques de gouvernance qui là aussi peuvent être résolues, on va avoir ce souci d'avoir un cadre légal qui soit clair, précis et objectif. Et un des enjeux qu'on a aujourd'hui à l'ACN, alors l'ACN c'est plus d'une centaine d'entreprises, à l'intérieur desquelles des grands groupes leaders mondiaux, donc ils vont avoir des activités IA, qu'elles soient sécuritaires ou non sécuritaires. On va avoir de la reconnaissance faciale, on va avoir bien sûr plus largement tout ce qui relève de la biométrie, et aussi tout un tas de start-up et de PME qui elles vont déployer de l'IA dans plein de domaines, là aussi sécuritaires, mais essentiellement non sécuritaires, aussi curieux que ça puisse paraître. Alors il est vrai que
dans le paysage économique qui est le nôtre aujourd'hui, les domaines marchands de l'IA sont essentiellement les domaines du renseignement, ce qui est la grosse locomotive qui tire l'intelligence artificielle. Mais tout un tas d'autres applications de l'IA apparaissent, et c'est précisément ces acteurs-là qui ont été très allants et qui sont très soucieux d'obtenir un cadre légal qui soit clair et qui soit adapté à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, la problématique qu'on a à utiliser un cadre général, beaucoup trop général justement, c'est qu'on va avoir une interdiction quasi généralisée sur des développements et des innovations en IA, là où elles ne se justifient pas forcément. Ce que je veux dire par là, c'est que le principe général de notre droit, c'est quand même de protéger nos libertés publiques, les libertés individuelles, les libertés publiques. Naturellement, les solutions que proposent les outils de confiance numérique s'inscrivent dans ce cadre-là. On est des industriels français, européens, et on s'inscrit dans ce cadre de valeurs-là. La question qu'on se pose aujourd'hui, finalement, si je dois la formuler de manière très simple, hein, c'est en quoi est-ce qu'en se privant des entreprises aujourd'hui qui sont celles qui innovent et qui sont celles qui pourront demain être dans la compétition mondiale, il ne fait aucun doute que l'IA sera évidemment une plateforme technologique qu'il est nécessaire de maîtriser dans le cadre de notre souveraineté, dans le cadre de notre autonomie stratégique. En quoi aujourd'hui brider ces acteurs et bien sûr conduisant potentiellement à leur mort à terme, en quoi est-ce que ça sera protecteur de nos libertés publiques dans 10 ans? Quels outils on utilisera dans 10 ans si ceux dont on dispose aujourd'hui, dont on sait qu'ils sont dans les valeurs, qui sont nos valeurs communes, qui sont respectueux de ces valeurs-là, si on se passe de ces outils-là, comment on fait dans 10 ans? Donc on a bien le même objectif qui est celui de la protection des libertés publiques. Et notre discours consiste à dire que les outils de la protection des libertés publiques, c'est des outils de la confiance numérique. Il se trouve qu'on a, d'une manière générale, hein, dans le débat public, une présomption contraire. C'est-à-dire que sur ces sujets-là, naturellement, je vous renvoie à tous les reportages que vous pouvez voir tous les jours quand vous allumez votre télé. L'industriel de ce secteur-là est forcément l'agent de Big Brother, est forcément... Et c'est une vraie problématique. C'est une vraie problématique parce que jusqu'au législateur, c'est cette approche-là qui est retenue. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, et on se félicite que la Commission n'ait pas retenu cette logique dans son projet d'IA Act, mais jusqu'à aujourd'hui, le législateur approche l'IA sous l'angle qui est finalement le petit bout de la lorgnette des utilisations contestables qu'on peut en voir dans d'autres parties du monde. Naturellement, la loi est là pour protéger le citoyen contre ça, et nul ne le conteste. Pour autant, l'IA, ça fait beaucoup de choses, ça fait énormément de choses. Et d'une certaine manière, se priver de tout le reste, en ayant un cadre juridique trop général, du type IA, pas bien, est très problématique pour notre secteur. Donc l'action qu'on va avoir aujourd'hui, c'est d'essayer de définir les critères à partir desquels on peut qualifier une IA d'IA de confiance. Parce qu'on veut pouvoir dire, et c'est... Alors, c'est intéressant parce que Marc disait tout à l'heure, et effectivement, ce n'est pas notre rôle d'industriel, c'est plutôt le rôle de la puissance publique. Mais pour autant, effectivement, on essaye d'apporter notre pierre à l'édifice pour en tout cas guider la main des pouvoirs publics sur ce sujet-là, leur apporter les éléments nécessaires pour faire en sorte que au moment où on va légiférer sur ces sujets, et ces moments, c'est aujourd'hui, hein, les décisions soient les plus éclairées possibles et qu'on évite d'avoir une réglementation qui obérerait vraiment de manière dramatique à terme nos libertés publiques. Oui, merci Johan. Il y a, donc, on est toujours entre l'épée et le bouclier, entre trop de réglementation, pas assez de réglementation, trop d'anarchie et finalement pas assez de liberté. Alors j'aimerais avoir l'avis de Marc là, sur les nouveautés que l'on voit apparaître, hein, sur l'hébergement des données, les associations entre... puisque tout à l'heure, Johan, sans le dire, pensait donc à la problématique de l'extraterritorialité des données, la gestion, entre guillemets, légale des données dans certains pays, et puis la problématique d'accès aux données dans d'autres, etc. Et on pense tous à Big Brother et puis aux GAFAM. Donc j'aimerais que Marc nous donne un point de vue industriel sur les travaux et les avancées qu'il y a, par exemple, entre
les partenariats sous un angle légal entre différentes entreprises américaines, européennes, etc. Puisque SAS, finalement, c'est comme la plupart d'entre nous, on a tous un nom étranger, enfin beaucoup d'entre nous ont un nom étranger, et pourtant sommes bien français. Donc SAS, qui est une entreprise française, possède un nom étranger et une origine américaine. Donc voilà. Vous venez de votre point de vue, Marc. Voilà. Alors déjà, je vous ai apporté pour tous notre production en matière d'intelligence artificielle et d'éthique. Parce que charité bien ordonnée commence par soi-même. Et il faut savoir que quand vous intégrez SAS, vous avez un cursus de formation obligatoire. Et l'une de ces formations véritablement obligatoires, je peux vous assurer, tout le monde veille à ce que vous l'ayez faite, concerne l'intelligence artificielle et l'éthique. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous aussi, on a des data scientists, nous aussi, on a des personnes qui travaillent sur les algorithmes. On a face à nous tous les mêmes enjeux, en fait, et on doit être aussi capable de porter auprès de nos clients qui ont utilisé ces plateformes un certain nombre de bonnes pratiques. Alors vous faisiez écho effectivement à ces bonnes pratiques, puisque finalement aujourd'hui le cadre légal n'existe pas et on est plus sur des domaines de recommandations, et la Commission, enfin le Parlement européen a validé effectivement après près de 2 ans de travail, je crois, ces recommandations en matière d'IA. Il y en a pour environ 60 pages. Mais tous les mois, tout le monde publie ses recommandations. Il y a eu la charte de Pôle emploi sur l'usage de l'IA lié à la RH, au recrutement. Il y a l'Agence numérique de santé qui vient également de le faire pour un usage éthique des données dans le domaine de la santé. Bon. Moi, je vais répondre à votre question, Amiral, mais je voulais juste compléter par un sujet peut-être sur l'intelligence artificielle et qui est, je pense, un point clair, important de compréhension. C'est que le légal, ça, on est d'accord, on fait ce qui est légal. Le problème, c'est que l'humain, il agit pas forcément que par rapport au légal. Il agit par rapport à ce qu'il est lui-même. Et c'est tout le problème de l'IA. Et c'est tout le problème des scandales. Enfin, les scandales, en plus, là, je vais en citer quelques-uns, c'est tous des Américains, c'est pas de chance. Mais Cambridge Analytica, hein, donc rappelez-vous, c'est Facebook, usage des données, au départ, un petit peu illégal, mais c'est dans l'usage même que ça ne l'était pas totalement. En fait, au départ, ils pensaient bien faire. Les algorithmes discriminants de recrutement sur Amazon. Et là, on est toujours pareil, hein, on est dans un cadre qui est a priori légal. Hein. L'entreprise recrute les collaborateurs qu'elle veut bien recruter et elle met en place les process qu'elle veut bien mettre en place. Vous avez aussi l'application Apple Card. Hein. Donc Apple Card, c'est Apple qui finalement, dans sa grande diversification, proposait de l'accord de crédit. Et puis comme il travaillait sur des données un peu anciennes, il s'apercevait que les scores de crédit étaient plus élevés chez les hommes que chez les femmes, parce que les bases historiques, tout simplement de revenus, étaient plus importantes pour les hommes que pour les femmes. Et c'est là où effectivement c'est important de pouvoir suivre l'évolution de la donnée, parce que ce qui était vrai avant n'est plus vrai aujourd'hui. Et du coup, se pose un problème qui est vraiment au cœur, hein, et là je vous inviterai à lire par exemple l'excellent livre d'Aurélie Jean, qui dit, son dernier ouvrage, c'est les algorithmes font-ils la loi? Donc c'est un très bel ouvrage de vulgarisation sur le sujet qui met en évidence en fait le sujet du biais. Donc les programmeurs, tout éthiques qu'ils sont, tout respectueux de la loi qu'ils sont, en fait, arrivent quand même avec tout leur background, avec toutes leurs histoires, avec leurs origines. Qu'ils soient blancs américains ou d'origine africaine, travaillant en Asie du Sud-Est, ils vont pas avoir la même perception en fait des algorithmes. Donc d'un biais qui est qualifié de biais cognitif, on arrive à des biais de type algorithmique, hein, et qui créent en fait des inégalités de traitement. Et c'est tout là l'enjeu de l'intelligence artificielle. C'est être capable de maîtriser ces biais. Et c'est tout ce que nous essayons de faire quand on met en place ce type d'algorithme, hein, à travers nos solutions. C'est de mettre en évidence que même si on travaille proprement, on n'est pas à l'abri de ces biais. Et donc qu'est-ce qu'on fait pour éviter ça? On met en place des contrôles. Aujourd'hui, une intelligence artificielle de confiance, c'est une intelligence artificielle qu'on va essayer d'expliquer. Donc nous, on a à cœur en fait d'essayer le plus possible, hein, d'expliquer les algorithmes. Alors bon, il y a 2 catégories d'algorithmes. Il y a les algorithmes pour simplifier, hein, je vulgarise vraiment, mais il y a les explicites, hein, qui sont assez facilement compréhensibles.
Et il y a les implicites. Et les implicites, c'est beaucoup plus compliqué parce que ça fait appel à des notions de machine learning, de deep learning. Et là, on est vraiment au cœur de l'intelligence artificielle. Mais même là, si on documente la façon dont on a échantillonné nos algorithmes au départ, du début jusqu'à la fin, si on est capable de contrôler au cours du jeu, là, on sera capable. Là, on sera capable vraiment de développer une intelligence artificielle en toute responsabilité, en ayant soin, en effet, de ne pas avoir un cadre légal qui soit contraignant. Si on interdit tout, c'est difficile. On a régulièrement, avec la défense et la sécurité, que ce soit le ministère de l'Intérieur ou les forces un peu spéciales, on a toujours ce sujet en se disant, mais finalement, nous, on ne s'autorise pas à faire ce que certains d'autres font. Ça crée des inégalités. Donc certes, il y a un cadre législatif. Il faut respecter, il faut respecter le cadre légal, la CNIL, le RGPD, etc. Mais aussi, il faut être capable de continuer à innover. Et la guerre, elle se situe aussi à ce niveau-là. Quand on n'est pas avec les mêmes outils que les autres, c'est problématique. C'était juste pour revenir sur la notion de biais. Je pense que c'était important. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Sur les partenaires, oui, ça fait partie de l'IA de confiance. On est, et on ne peut pas l'oublier, on est en France, c'est rappelé d'ailleurs en permanence par le président de la République, on a à cœur la souveraineté. Donc souveraineté numérique, à ne pas confondre d'ailleurs avec la sécurité numérique, la sécurité n'étant que un aspect des choses et ça couvre un périmètre finalement plus large. Mais la souveraineté, elle passe par justement cette bonne compréhension des outils qu'on met en œuvre, cette bonne transparence dans leur mise en œuvre, cette capacité qu'on a à l'expliquer, quelle que soit la chaîne de valeur et quel que soit l'élément dans la chaîne de valeur, et puis le choix des partenaires. Et on a à cœur chez SAS de dire qu'on travaille avec un écosystème. En permanence, on travaille avec un écosystème. Et de plus en plus, on le voit bien d'ailleurs, les grands programmes d'armement, les grands programmes dans le numérique font appel à des compétences assez larges, à des groupements d'intégrateurs qui eux-mêmes intègrent des outils, qui peuvent être des briques comme les nôtres d'ailleurs. Donc, il faut qu'on soit en confiance par rapport à ça. Oui, l'ouverture en fait du monde de la donnée pose des sujets. Nous investissons en permanence. On parle en termes de cloud, puisqu'on parle de cloud souverain. La particularité du cloud souverain, c'est qu'il doit être veiller à ce que les données soient sur notre territoire national, donc bien entendu en réaction typiquement aux problématiques de Cloud Act notamment, et ultra sécurisé. Et là, il y a un cahier des charges qui est très clair en matière de Secnum Cloud aujourd'hui avec différents niveaux, sachant que les grands ministères régaliens tendent à aller vers un cloud ultra sécurisé puisque interne finalement un cloud privé, même si il est ouvert à d'autres applications. Donc oui, c'est vrai, ça s'agite. C'est vrai que l'IA et l'évolution nous obligent nous-mêmes à sortir de notre bulle, nous obligent nous-mêmes à avoir des partenaires qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir et de toute la chaîne en fait. Très en amont sur le métier. Il n'est pas rare qu'on sollicite des officiers supérieurs qui ont une compétence dans un domaine et à l'autre bout, il faut déjà penser la mise en exploitation parce que nous, on n'est pas là juste pour faire des expérimentations. Ça nous plaît, ça nous intéresse, mais comme j'évoquais dans la première partie, nous, on est là pour faire de la mise en production, pour apporter de la valeur. Et pour ça, il faut qu'on ait tout pensé. Donc, on a ces clouds souverains, on a ces acteurs. Merci Marc. Alors, justement, acteurs, et ça me fait penser donc ce que vous venez de dire là sur le curseur entre réglementation, coordination, etc. Et permettez-moi d'interroger le général Luzo sur cet écosystème d'acteurs. Et c'est finalement ces débuts, c'est vers des groupements industriels ou des coordinateurs en matière de numérique. Donc je vais effectivement répondre tout de suite à ça. Je rebondis sur les biais, j'ai trouvé ça très intéressant. Quand on regarde des données, rien que pour illustrer les biais, un truc très simple, quand vous regardez les données, a priori, nous, culturellement, alors je parle nous culturellement, beaucoup français, ça c'est clair, on a tendance à regarder justement les tendances. Et quand on regarde les données, on a d'ailleurs en français, quand tu as quelque chose qui est complètement à côté des tendances, on dit c'est une donnée aberrante. En américain, c'est salient feature. Donc ça veut dire que c'est un trait saillant. Donc ça veut dire que là, il y a de l'information. Donc chez nous, c'est pas bien, là-bas, c'est de l'information. Vous voyez, culturellement, déjà dans la langue, il y a un biais cognitif. Donc j'ai pas dit qui avait raison, qui avait pas raison, c'est simplement un biais culturel. Et la gouvernance, les lois, alors après on a effectivement des lois qui sont différentes d'un grand bloc à l'autre, ça traduit également des différences culturelles, des approches culturelles différentes. Alors nous, avec notre vision, donc notre éthique, on n'est pas forcément d'accord avec les autres visions des autres éthiques, mais ça c'est intéressant et il faut en prendre, faut faire le constat et effectivement c'est comme ça.
Sur la partie souveraineté, donc la souveraineté c'est fondamental, hein, et ça va me permettre justement de parler un peu de ces écosystèmes numériques et puis de la gouvernance de ces écosystèmes numériques. La souveraineté, c'est choisir nos dépendances et c'est choisir nos indépendances. Donc c'est pas simplement faire tout en franco-français comme certains veulent caricaturer, hein, ou alors la même chose pour si j'étais telle nationalité, je dirais il faut faire ça que chez moi et pas chez les autres. Non, non, c'est je choisis ce qui est indépendant, là où je décide d'être indépendant, et je choisis là où je décide d'être dépendant. C'est les deux qui sont importants. Et c'est vraiment ça qui nous permet d'avoir une souveraineté nationale, voire européenne, et pourquoi on fait ça? Pour avoir une autonomie stratégique. Si vous relisez le discours du président à l'inauguration d'Eurosatory, il a vraiment insisté sur cette notion d'autonomie stratégique et de souveraineté nationale dans un cadre européen. Donc effectivement, il l'a mis dans le cadre global de la défense, mais dans le cadre du numérique, on a évidemment les mêmes problématiques. Alors pour revenir sur l'écosystème, donc dans le cadre d'une de mes missions qui est mise en œuvre de la politique industrielle dans le domaine des technologies numériques et des systèmes d'information, je me suis intéressé à une initiative qui a démarré l'année dernière, qui s'appelle le GINUM, le groupement des intervenants du numérique dans le domaine de la défense, de la sécurité et de l'importance vitale, des intérêts essentiels de l'État, donc d'importance vitale. Et enfin, l'intérêt de cette association, le GINUM, qui a été créée par les trois fondateurs, en fait, c'est une PME, une ETI et un grand groupe, donc Mentor, CS et Orange, pour les nommer. Et autour d'eux, ils ont rallié déjà une trentaine d'entreprises, petites, moyennes et grosses. L'intérêt, c'est de construire cet écosystème, de le fédérer et justement de donner la capacité aux uns et aux autres de mettre ensemble leurs différentes compétences et de voir comment globalement on peut construire une souveraineté, comment globalement on peut aussi construire des chaînes de valeur qui peuvent après concourir à apporter l'autonomie stratégique pour l'État. Donc je pense que ces écosystèmes numériques et la capacité à fédérer ces écosystèmes, donc ça ce sont vraiment des intervenants, principalement des sociétés industrielles, mais aussi d'autres associations, voire des associations syndicales qui participent à ce GINUM, ça permet de regarder cet aspect-là et de construire ensemble un tissu industriel, mais également qui tient compte des aspects éthiques, des aspects responsabilité sociale, sociétale, parce qu'on en a très peu parlé, mais ça fait partie également de la partie éthique, les aspects formation, les aspects également inclusion, parce que dans les données, tout ça, ça touche à tous ces problèmes un peu sociaux et éthiques. Et donc, de telles fédérations et d'écosystèmes numériques, ça permet de mettre ensemble, de fédérer les compétences et d'arriver à construire cette autonomie stratégique dont nous avons besoin au niveau de l'État. Merci infiniment. Et cette éthique, ça me rapproche aussi de Sinopia, et avec l'indicateur Sinopia RSE et éthique. Donc, aux gens qui sont intéressés, n'hésitez pas à aller voir ce point-là. Monsieur Cassanides, un dernier mot sur la confiance, sur ces groupements d'intérêt des intervenants du numérique et l'ACN, l'Alliance pour la confiance numérique. Quelle synergie ? Naturellement, sur ces sujets, ce que vous disiez général est central. Il faut que les écosystèmes travaillent ensemble. La CN a une vocation beaucoup plus large, un scope qui est l'ensemble de la confiance numérique. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que pendant nos discussions, j'étais en train de faire le parallèle avec un sujet que j'évoquais ce matin, qui est l'OSINT, un autre buzzword, mais qui relève du même ordre. C'est-à-dire qu'on parle encore une fois de données. Alors cette fois, c'est des données qui sont extérieures, donc c'est pas les nôtres. Alors on sait comment gérer les nôtres, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Là, il s'agit de savoir ce qu'on a le droit de faire avec celles des autres. À quel moment on relève de la complicité de vol de données Donc les sujets sont extrêmement larges, sont néanmoins similaires dans les démarches, et je pense qu'effectivement il faut en tirer des lignes de fond sur lesquelles on doit travailler ensemble. On a un enjeu majeur dans les 5 années à venir, on a un enjeu majeur sur la réflexion autour du numérique. Il y a encore une fois ces réglementations qui sont en cours. Je pense qu'il y a un virage qui est en train de s'opérer. Notre droit est en train de s'ajuster à tous ces sujets qui le questionnent depuis des années. Alors, tant qu'on était sur des données inertes, il y avait quelques petites questions. La jurisprudence traitait ça à gauche, à droite. Là, avec l'IA, les questions deviennent quand même beaucoup plus prégnantes. On en arrive à se demander qu'est-ce qu'on va faire si la voiture choisit de tuer lui plutôt que lui. Ces sujets-là, aujourd'hui, il est temps de s'en emparer. Dans cette manœuvre,
il va falloir avoir comme ligne de mire effectivement nos valeurs. Parce que finalement, c'est ce qui rassemble dans un écosystème donné, dans un territoire donné, l'ensemble des gens qui y sont, c'est les valeurs communes. Les industries de la confiance numérique considèrent que ces valeurs, qui sont celles de la France et de l'Europe, donc axées évidemment autour des questions de droits de l'homme, les libertés publiques, les libertés individuelles, vont être des différenciants forts au niveau mondial pour nos technologies, qui sont fondamentalement les mêmes, qui sont celles qui sont utilisées ailleurs, mais on aura un différenciant fort si on s'applique à intégrer ces valeurs ab initio dans le corpus réglementaire, un corpus qui soit clair, qui soit précis, et qui s'applique spécifiquement à ces sujets-là, c'est-à-dire qui a été pensé spécifiquement pour ces sujets-là. Dans ce cadre-là, bien sûr que les différents écosystèmes, la souveraineté, elle se conçoit ici à Eurosatori sous un angle sécurité-défense. Beaucoup de membres de l'ACN ont les mêmes problématiques, les mêmes sujets dans des angles qui sont complètement hors sécurité, hors défense. Pourtant, la question est exactement la même. C'est-à-dire qu'à un certain moment, si mon intelligence artificielle permet de reconnaître quelqu'un pour compter le nombre de gens qui passent sans les identifier, donc on n'est pas dans des sujets de reconnaissance faciale, on n'est pas dans des sujets propres à la sécurité, on va néanmoins arriver toujours à la même problématique, que cette donnée in fine, parce que la donnée biométrique est mal définie, revient dans le corpus de la donnée biométrique et donc va tomber sous le coup d'une interdiction qui ne s'applique manifestement pas à ce sujet-là, qui n'a pas été prévue pour ça. Donc je pense qu'on a un enjeu majeur à se réunir autour de ces sujets, à cumuler nos réflexions, à avoir un débat apaisé, et ça c'est vraiment notre problématique à l'ACN, c'est que sur ce type de sujet, il n'est pas facile d'avoir un débat apaisé, il n'y a pas beaucoup d'endroits, il n'y a pas beaucoup de forums où on puisse échanger de manière apaisée. On va très rapidement arriver sur le point Godwin dès qu'on quitte un certain nombre de cercles fermés. Et je pense que c'est un vrai sujet d'arriver à avoir cette discussion entre les écosystèmes et à arriver à guider le législateur, à l'aider. Parce que de ces réglementations qui arrivent, je pense, dépendra une grande partie de notre avenir numérique derrière. D'accord. Merci infiniment. On arrive bientôt au terme de notre conférence. J'avais un point, vous parlez de points d'inflexion. Les enjeux sont importants et ça me fait penser à deux points d'inflexion que l'on a plus ou moins encadrés, qui est l'arrivée des drones et l'arrivée des armes hypersoniques. Voilà. Donc demain, peut-être qu'on sera dans le même, entre guillemets, état de dépendance face à ce genre de rupture. Voilà. Est-ce que vous avez des questions dans la salle pour nos intervenants? Pas de questions. Alors, je tirerai juste un des points du statique à l'hypersonique là, pour la donnée. Et l'autre point, c'est est-ce que quelqu'un se sentirait pour étudier l'usage de la donnée dans les conflits, notamment le conflit ukrainien, qui, au-delà de l'homme qui est au centre, parce que l'homme est toujours au centre, donc l'utilisation de la donnée dans les derniers conflits, au Karabakh, Ukraine, etc., je pense qu'on aurait d'énormes surprises. Voilà, et last but not last, choisir nos dépendances et nos indépendances, c'est là une excellente définition de la souveraineté. Merci infiniment, messieurs. Merci pour votre attention. Très bonne soirée. Merci.